anthropologique les libéraux, les marxistes. C'est-à-dire, pour les marxistes aussi, la nature est extérieure. Hein, la nature, c'est… Alors, pour les libéraux, c'est quelle est la valeur marchande, hein, de la nature. Hein. Pour les marxistes, c'est quelle est la valeur d'usage de la nature. La valeur d'usage, oui. Alors Donc, moi, quand ouais, je discute avec des marxistes, je leur dis, ouais, et ta copine, c'est quoi la valeur d'usage de ta copine? Enfin, tu vois, c'est horrible, tu ne peux pas, ça va pas. Quand tu as un monde et que tu es lié à un monde, tu vas pas commencer à donner une valeur, même une valeur d'usage. Enfin, c'est vraiment dégoûtant, quoi. C'est vraiment dégueulasse, quoi. C'est cynique, quoi. C'est une sorte de cynisme. Mais c'est pire que du cynisme, c'est un truc bon. Et bref, Gilbert, lui, il a rompu avec ce truc-là. Et donc, voilà. Alors, par la pratique, et avec lui, c'est pas un philosophe, c'est de la sagesse. C'est de la sagesse, voilà. Donc, bon, on va fermer la parenthèse jungle étroite, mais il est visible sur YouTube, la jungle étroite, si vous voulez. oui. Ok, ça va. Voilà. Moi, Ça je va, l'ai merci, là, merci effectivement. Benjamin. Est-ce que l'un ou l'une d'entre vous aurait une question? Parce que je ne vois pas de réaction. Peut-être Sarah, non? Parce que moi j'en ai, tout à fait. Benjamin, ton film pose inévitablement à un moment donné la question de la légitimité d'une certaine violence dans les luttes. Euh, est-ce que, où est la limite de la violence dans les luttes pour toi? Qu'est-ce qui est acceptable? Quand est-ce qu'on définit une certaine limite? Est-ce qu'il y a une limite? Alors, je vais dire un truc vraiment scandaleux pour commencer, mais là, j'ai fait le dernier film que j'ai fait, c'est sur deux résistants de la Deuxième Guerre mondiale. On fait la lutte armée contre les nazis, d'abord à Bruxelles et après dans la région de Chimécouvin. C'était les rois du sabotage. Et bon, ils essayaient de pas tuer des nazis pour éviter les représailles, mais ils l'ont fait qu'ils ont de temps en temps tué un collabo parce qu'ils étaient obligés. Quoi. Et donc, en venant vers eux, c'était difficile de dire la violence, c'est pas bien hein, quand même. Tu vois, bon, là, ils me riaient au nez, quoi. Hein, tu vois, contre les nazis, vas-y, fais tes sittings de bon, je sais pas quoi. Donc voilà, ça m'a un peu dépollué sur toutes ces idéologies qui circulent, qui circulent chez nous, qui n'avons plus connu de conflits, qui n'avons plus jamais dû nous défendre depuis 70 ans, quoi. C'est notre problème. Hein. Bon, alors il y a comment dire, la violence, c'est qu'une question de perception, de légitimation, et donc de manière de nommer les choses. Nommer, c'est gouverner. Hein. Je veux dire, penser à une frappe chirurgicale. Hein, vous vous souvenez les bombardements, quoi. Hein. Oui, oui, oui. Un missile qui explose une maison et des habitants, pour moi, c'est de l'ultra-violence. Mais non, les gens qui font ça, ils vont dire c'est une frappe chirurgicale. Se prendre un flashball dans l'œil, je trouve que c'est très violent. Mais jamais en face, ils sont pas bêtes. Ils vont jamais dire putain, on était drôlement violents aujourd'hui avec les manifestants. Là, regarde, putain. Ils ont dit non, non, c'était une opération de maintien de l'ordre. La classe, ça c'est classe, c'est propre, quoi. Maintien de l'ordre, c'est comme nettoyer ta chambre, quoi. Tu vois, c'est logique, c'est bien, quoi. Tu vois. Et nous, on est tellement analphabètes, illettrés en la matière que dès qu'une vitre est cassée, on parle de violence, quoi. Il faut vraiment se tirer une balle dans le pied, si je puis ne pas choquer des gens non violents, quoi. Alors, il se fait que la lutte de la bataille de l'eau noire, c'était une lutte absolument non violente. Hein, parce que ça n'existe pas. Ici, il y a des chasseurs. Hein, tout le monde a tous les fermiers traditionnels qui disparaissent. Hein, il n'y en a quasi plus, mais ils ont tous un fusil, un fusil pour la chasse. Hein, c'est juste, c'est réglé, quoi. L'usage des armes est extrêmement réglé. C'est quand l'usage d'une arme n'est pas prise dans un tissu culturel qu'elle est dangereuse. Mais quand c'est dans un tissu rituel, etc., ça sert à des choses extrêmement précises. Alors, ce qui est marrant, c'est dans la bataille de l'eau noire, il y a un monsieur qu'on voit dans sa péniche. Vous voyez, un monsieur barbu avec une barbe blanche qui est très rigolo, qui rigole tout le temps, qui est dans sa péniche. Il y a lui, alors lui, c'était le seul néo-rural. C'est-à-dire la bataille de l'eau noire, c'est vraiment une lutte complètement endogène, complètement indigène. C'est que les habitants de la vallée ici et de la ville de Couvrin et un peu de la région qui ont lutté. Il n'y avait pas de gens extérieurs, comme ça pouvait être au Larzac ou même à Plogoff. À Plogoff, il y avait quand même pas mal d'activistes, on dirait aujourd'hui, qui rejoignaient la lutte. Ici, c'était vraiment que les habitants. Mais il y avait le seul néo-rural, c'est le monsieur le barbu qui est dans sa péniche là, hein, que vous avez vu dans le film. Et lui, il venait du Larzac. Il avait été au Larzac. Il avait lutté pour la défense du Larzac, dont le Larzac, c'est un plateau dans
dans les Cévennes, on va dire un haut plateau calcaire, où il y avait un projet d'extension d'un camp militaire dans les années 70. Et les habitants du Larzac ont lutté et ils ont gagné parce que Mitterrand a été élu et a accepté de réduire l'extension du camp. Hein, donc voilà, à Couvin, ils ont quand même gagné haut la main, sans intervention de ministre. C'est le ministre qui a lâché l'éponge, qui a dit OK, j'arrête, ces gens sont des fous furieux, quoi. Bon, le gars qui est dans sa péniche là, il revient du Larzac. Alors, au Larzac, il y avait plusieurs tendances. Il y avait des tendances, je dirais bêtement, violentes aujourd'hui. Genre, il y avait des maoïstes qui jetaient des cocktails Molotov sur les chars de l'armée, des choses comme ça. Et puis, il y avait la tendance non violente, qui est la tendance de Lanza del Vasto, qui est un idéologue, quoi, une sorte de gourou de la non-violence en France, une sorte de Gandhi français, comme ça. Bon, moi, et lui, il est venu, quand il est arrivé à Couvin, hein, et les habitants de Couvin lui ont rionné quand on dit mais pourquoi faire s'asseoir par terre, c'est là que le gun, pourquoi faire ce genre de choses, quoi. Tu vois, ça concevait pas, quoi, tu vois. C'est encore tu m'attaques, je te frappe, quoi, tu vois. Je te frappe de manière intelligente, je ne fais pas prage, etc. Voilà. Donc, alors il y a un truc que j'aime bien. Moi, dans la plupart de mes films, je légitime justement les moyens d'action disponibles pour pour tout le monde, tu vois. Donc, C'est-à-dire que tu légitimes les moyens d'action. Qu'est-ce que tu veux dire par là? qui ne sont pas de la violence, mais qui sont quand même de la contrainte, tu vois. Ok, oui, d'accord. Voilà. Exemple, le sabotage, tu vois. Oui, tout à fait. Les plus résistants de la Deuxième Guerre mondiale, c'était un service de sabotage. Mais ils devaient en même temps se défendre parce qu'il y avait des agents de la Gestapo, ils te tiraient dessus à vue. Donc, c'était. Voilà. La bataille de l'Honneur, ils ont fait du sabotage à fond. Même Gilbert de la Jungle étroite, il est sur le DVD un deuxième film qui s'appelle l'ABCDR de Gilbert. Enfin bref, lui c'était un syndicaliste, donc lui il légitime complètement la violence, quoi. Lui il dit, il se moque de Gandhi, quoi. Il y a un moment dans le film, j'ai reproduit, il y a une citation de Gandhi, il cite Gandhi, quoi. Gandhi qui dit entre la lâcheté et attends, c'est quoi, entre la lâcheté et la violence, je choisirais certainement pas la non-violence. Un truc comme ça, il y a une phrase de Gandhi comme ça. Mais alors, comment dire, moi je suis pas, personnellement, je n'aime pas la violence physique. Je suis pour utiliser tous les types d'actions existants, tu vois, tout le panel. Comment dire, il y a un panel d'actions. Si tu t'interdis un certain nombre d'actions en les qualifiant de violence, bah, tu vas juste être faible. Ok, oui, parce que tu te fermes un certain nombre de portes en te fermant un certain nombre de possibilités. Mais il y a certains. Voilà, c'est dans une situation, il y a des actions pertinentes, effectives, tu vois, mais qui, dans d'autres situations, seront complètement contre-productives. Bon, désolé d'utiliser des mots d'économie comme ça, mais enfin. Voilà, et donc, voilà, mais ce qui est bien, ce que j'aime bien dans le sabotage, c'est on s'en prend à du matériel. Hein, Comme ils l'ont fait avec pas les des camions. personnes, pas des personnes. Moi, je trouve la limite, c'est quand on s'en prend à des personnes. Voilà. C'est ce qu'ils disent à un moment donné. Peut-être, je vais passer la parole à Barbara avant de continuer. Si tu avais fini, hein, Benjamin, bien évidemment. Voilà, pour moi, c'est là vraiment la limite, quoi, sur la contrainte de. Enfin, je sais pas, il faudrait être plus précis, mais enfin voilà. Et puis, en fait, aussi, il y a un autre problème, c'est que on a l'habitude de tout déléguer, hein, dans nos sociétés. C'est-à-dire, c'est pas nous qui produisons la nourriture, c'est pas nous qui fabriquons nos vêtements, c'est pas nous qui fabriquons les engins avec lesquels on se déplace. On ne fait rien, on n'est que des consommateurs, quoi. Je veux dire, d'ailleurs, quand les flux de consommation, les flux industriels s'arrêtent, on voit un peu le merdier dans lequel on est, quoi. On n'a même plus un jardin pour faire pousser une tomate. On le voit, c'était sain, très sain pour ça, les mesures débiles de confinement qu'ils ont choisies, là, les mesures absurdes, mais enfin bref. Alors, en termes d'incompréhension du vivant, alors là, la gestion de la crise actuelle, c'était magnifique, c'était grandiose, quoi. Le virus est cet ennemi qui nous attaque, quoi. Voilà, grandiose, quoi. Mais vraiment, enfin, tout ça va s'effondrer dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, mais c'était intéressant, quoi. Bref. Je sais plus de quoi je parlais. Je disais quoi? Je sais plus. Tu continuais sur ma question sur la violence. Est-elle nécessaire? Voilà, ben donc comme on a tout délégué, notamment les moyens de défense, par exemple, on va dire, ou de contraintes physiques, on les a complètement délégués. Voilà. J'ai l'habitude de dire que
quand je présente le film en France, je dis ouais, vous savez, nous, la Belgique, on est très violents, on est des gens très violents, parce que on se croit, les Belges, on est gentils, tout ça, on est sympa et tout. Mais en fait, non, on est ultra violents. Nous, on délègue à nos F-16 qui lancent des gros missiles sur des terroristes en Syrie, tu vois. Je dis ça pour rigoler, quoi. C'est quand même avec nos impôts hein, qu'ils achètent ces avions et qu'ils jettent des trucs, tu vois. Donc on est quand même violents, enfin, mais on délègue. C'est toujours d'autres qui exercent la violence pour nous, quoi. Et ouais, non, c'est assez vertigineux, ces questions de violence, dès le moment où on est entre personnes qui n'ont jamais dû se défendre pour du vrai, hein, et qui ont toujours fait confiance à des gens qui déléguaient, à des gens qui exerçaient ça à leur place, quoi. Tout à fait. Ouais. Et donc, alors, ce qui était bien dans la bataille de l'Aune, tu as des fragments dans la région de monde paysan. Hein. Les paysans, c'est les gens justement qui faisaient encore un peu tout eux-mêmes, quoi. Tu vois, je veux dire, dans le village où j'habite ici, avant, je leur disais, ah ouais, avant, il y avait beaucoup de. Comment ils faisaient les gens? Ah bah, il y avait une vache par maison. Donc, c'était même pas des fermes, c'était une vache par maison. Une vache par maison, un grand verger et un grand potager. Et derrière, dans la vallée de l'eau Noire, qui est derrière moi, il y a un truc qui s'appelle l'affouage. L'affouage, c'est le droit de puiser du bois dans les bois communaux. Ok, tout à fait. Il y a ça dans le village où ma maman a une maison en France. Il y a ce droit-là. Je pense qu'elle pourra peut-être en parler après, parce qu'elle a demandé la parole. C'est quelle région? C'est quelle région? Nancy, tu Nancy. peux répondre? Moi, je voulais rebondir sur la question de violence, non-violence, mais Barbara. uniquement en m'attachant à ce que j'ai vu dans le film, c'est que la violence, elle n'est pas immédiate. Il y a une progression. Il y a d'abord une série d'actions qui sont plutôt, allez, on va dire, citoyennes pacifiques, où on mobilise, où on élargit le champ des personnes concernées par ce problème. Il y a les caravanes de voitures qui passent dans les voitures. D'abord, il y a les réunions entre habitants, puis l'intervention au conseil communal, puis la radiolie, puis les caravanes, et puis la violence, elle apparaît, moi en tous les cas j'identifie comme ça dans votre film, elle apparaît au moment où le juge d'instruction entre en scène. C'est un peu comme si les habitants, à ce moment-là, un peu à l'instar des Gilets jaunes qui défilent tous les week-ends dans les rues de Paris, à partir du moment où le pouvoir est sourd, bah forcément, il faut passer à autre chose pour pouvoir se faire entendre et être entendu. Et je pense que les protagonistes expliquent bien qu'il y avait la richesse de ce groupe, c'est effectivement sa diversité sociale, culturelle, économique, etc., mais aussi idéologique. Et au nombre, il y a quand même, à un moment donné, deux groupes distincts qui apparaissent. Un groupe qui se définit plutôt comme un groupe armé et un autre groupe qui n'est pas du tout comme ça et qui n'en veut pas. Donc moi, je ne prends aucune position sur violence ou pas violence. Je dis simplement qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui amène à l'action violente. Okay. Vous dites il y a deux groupes dans. Alors, je veux dire, sur la bataille de l'eau Noire, enfin, dans leur lutte, ce qui était bien, tu vois, c'est qu'il y avait effectivement des gens qui n'étaient pas très disposés à la violence, hein, à la contrainte physique, on va dire, hein, qui permet d'établir un rapport de force, hein, souvent, quoi. Souvent, ça finit, c'est là-dessus quand même, que ce soit symbolique ou physique, il faut établir un rapport de force. Bon, dans les habitants de la région, il y avait des gens qui voulaient vraiment découdre, hein. Notamment, ils en parlent dans le film, le mec qui voulait étriper un ingénieur avec une baïonnette, quoi, hein. Je veux dire, c'est le mec dont j'ai racheté la maison ici d'ailleurs, hein. Donc il y a sûrement son âme qui plane de ultra violent, qui plane, j'en suis fort aise, quoi. Et non, c'est des gens charmants. C'est comme enfin, le vieux qui traite la vache qui dit on allait noyer l'ingénieur, etc. S'il continuait, c'est un voisin absolument adorable en temps normal. C'est absolument adorable. Mais si tu attaques son territoire, alors là ils sont prêts. Il y a peu de gens qui peuvent vivre sans leur forme de vie, hein. On l'a vu avec le confinement, hein. Il y a des gens, ils préfèrent. On ne peut pas vivre sans liens sociaux, sans les liens qui font la vie, etc. Bah, les paysans, ils sont liés à la terre. Si tu leur enlèves leur terre, ils préfèrent mourir, quoi, hein. Bon, voilà. Mon grand-père, il rentrait à l'hôpital, il y avait un potager, des paysans, il y avait un potager. Quand il rentrait à l'hôpital, il s'est tout de suite arraché les Baxter parce qu'il a compris qu'il n'allait jamais sortir de l'hôpital. Je préfère
Je préfère mourir que de vivre sans mon cadre de vie, qui va, voilà. C'est un truc qui se voit très souvent. Attends, c'était quoi sur la violence? Donc, dans les opposants au barrage, il y avait des gens qui étaient très disposés à la violence, mais le reste du groupe, au lieu de les rejeter, comme ça arrive trop souvent aujourd'hui, hein, dire toi, tu es violent, tu fais plus partie de notre groupe, ils l'ont gardé dans le groupe hein, en disant non, fais pas ça maintenant, ça va desservir notre cause. Ils expliquent bien ça, hein, la mamie, là, Hélène Champion, elle s'appelle, elle dit oui, on a dû lui cacher le couteau dans la haie et lui dire non, c'est pas bien. On lui a expliqué que c'était pas pertinent de faire ça à ce moment-là. Mais néanmoins, ils gardaient ce gars-là dans leur groupe. Ce qui signifie qu'il y a une maîtrise de la violence. Parce que quand on parle violence, on pense toujours effusion de violence. Oui, et on pense le sang coule, quoi. Le sang coule, la poudre parle, quoi. Enfin, si on ne pensait pas qu'une maîtrise de la violence soit possible, on ne supporterait pas 2 secondes de voir des gens armés dans les gares et dans les rues. Hein, les policiers et les militaires. Mais eux, on pense qu'il y a une maîtrise, parce que le pouvoir politique les contrôle, qu'il y a une hiérarchie, qu'ils obéissent aux ordres, etc. Hein, tu vois, mais en fait, si on ne pensait pas ça, on dirait la violence est omniprésente tout le temps. Mais eux, ils maîtrisent. C'est des professionnels, ils maîtrisent leurs engins, etc. Et tout. Un paysan traditionnel, il maîtrise son gun. Il va faire que chasser l'hiver. Et alors, si des scouts vont sur leur champ de maïs du gros sel, ça c'est autorisé dans l'éthique fermière. Et si tu veux détruire son champ, son territoire, alors là, il peut y aller, quoi. Voilà. Mais il fera jamais un hold-up. Un fermier peut pas faire un hold-up. Sinon, là, il est rayé de la communauté fermière, quoi. Tout le monde lui fait la gueule au dimanche matin à l'église, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Ça, c'est la vieille société traditionnelle. Hein, enfin, je m'écarte, mais en fait, c'est pour montrer qu'il y avait des communautés qui maîtrisent les moyens de défense, tels que des armes à feu. Il n'y a pas si longtemps, en Belgique, j'ai des voisins, ils en ont encore, quoi. Tu vois, les plus vieux, hein, vraiment les anciens. Les plus jeunes, je ne sais pas, ou ils ne me le disent pas, tu vois, mais il y a. Et voilà, je ne sais pas comment dire, mais de toute façon, tout mouvement conséquent va maîtriser des moyens de contrainte physique. Hein, je veux dire, soit tu prends le pouvoir du Parlement qui va contrôler l'armée et les policiers, soit tu fais comme le Chiapas qui crée une armée contrôlée par les groupes, par les assemblées, contrôlée vraiment par les assemblées, soit, enfin, il y a mille manières de poser la question. Mais moi, je veux bien un monde sans violence, mais ça, je ne le vois pas, quoi. Concrètement, enfin, voilà, faut juste bien la maîtriser, quoi. Et après, je suis pour tous les types de moyens. Il y a 1000 moyens d'action. Hein. Effectivement, il ne faut pas se ruer tout de suite sur la violence, quoi. Alors, ceci dit, il y a un truc que j'ai appris plus tard sur la bataille de l'Au-Noir, c'est qu'en fait, il y avait eu tout de suite, dans le premier mois du mois de janvier. Alors, d'abord, il faut savoir que les moyens juridiques avaient été épuisés dans cette lutte. Donc, c'était quand ils se sont vraiment rendus compte que le barrage allait être fait, tous les moyens juridiques avaient été épuisés. Et donc, il fallait aller très vite et faire que des actions coup de poing. Hein, c'est l'avocat brillantissime qui était vraiment le stratège du groupe qui a mené ça tambour battant, quoi. Et en fait, mais dès le mois de janvier, il y avait eu le sabotage d'un tracteur. Ils avaient brûlé un tracteur. Mais ça a fait un coup d'épée dans l'eau. Enfin, ça n'a eu aucun effet, ce sabotage-là. Parce que ce n'était pas le bon moment. Les gens dans la région ne percevaient pas ça comme un moyen pertinent. Et effectivement, plus tard dans la lutte, c'était perçu comme un moyen pertinent. Voilà. Alors, je vais raconter quand même un truc important. Je suis désolé, vous avez levé la main, mais je vais finir parce que c'est très important, cette question-là. J'explique comme ça, on peut enchaîner direct après que tu aies fini. Après, je céderai la parole à Barbara et puis à Arnaud. Ouais. Ça va pour vous? Okay. Si Benjamin, tu peux continuer, excuse-moi. Ok, alors je finis juste. Il y a eu 2 saccages. Donc, il y avait le chantier. L'État, le gouvernement va installer le chantier pour faire produire le barrage, alors que c'était illégal, etc. La première fois, ils l'ont attaqué à 15, discrètement. Ils sont venus, à 15 avec des masses, avec des tournevis, etc. Ils racontent ça dans le film. Hein. Donc, il y a un premier sabotage. Après ce sabotage-là, ils sont convoqués à la police. Hein. Et là, ils sont condamnés. Ils risquent une condamnation lourde. Et le juge d'instruction a pris l'avocat entre 4 murs, entre 4 yeux, et lui a dit oui, mais ce n'était pas la population de Couvain, là, votre sabotage, c'était des individus isolés. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce passage dans le film. Et donc, oui, vraiment, le juge d'instruction, qui n'est pas un mauvais bougre,
D'ailleurs, c'est le juge Disqueuve, c'est le père de Xavier Disqueuve, qui est un sympathique réalisateur wallon aujourd'hui, qui a fait des films un peu à la Tati comme ça. Bon, Xavier, bon bref. Le juge Disqueuve a vraiment glissé, instillé le problème à l'avocat. Il lui a glissé dans l'oreille. Tu vois, le problème, c'est ça. Tu n'avais pas de légitimité populaire. Ce sabotage, c'était des individus. Alors l'avocat qui est intelligent, il a dit OK, ben, ils ont organisé une action 2-3 mois plus tard avec là toute la population de Couvin. Ils avaient fait un cortège qui avait traversé toute la ville. Ils organisaient un match de foot sur le terrain en disant c'est notre terrain, etc. C'est pour ça qu'il y a des gens en short. On voit des gens en short dans les images du sabotage. Bref, ils étaient là plutôt entre 300 et 500. Mais sur une ville de 5000 habitants, c'est bon. Hein, tu as la légitimité populaire. Hein. C'est comme si tu brûlais un McDo à Bruxelles avec 100 000 Bruxellois. Voilà, c'est la même proportion. Bah, les gens ils vont pas dire c'est du vandalisme. Ils vont dire non, c'est Bruxelles qui veut pas des McDonald's, quoi, tu vois. Donc voilà. Alors, la première fois, le premier sabotage, il n'avait pas de légitimité. Et donc, ils ont failli se faire condamner lourdement. Hein. L'avocat n'aurait jamais été avocat, ne serait jamais devenu avocat, etc. Ils auraient fait de la prison, etc. Mais le deuxième saccage, où ils étaient 500, ils avaient la légitimité populaire, donc ils n'ont rien eu. Et ce qu'on dit, les anti-balistes, on dit, si vous ne condamnez pas les 500, vous ne pouvez pas condamner les 15. Ils ont fait rejaillir de la légitimité populaire, de la légitimité sur les 15. Et ils n'ont jamais eu de problème juridique. Très malin. Voilà, j'ai terminé. Oui, peut-être je peux céder la parole à Arnaud maintenant et puis à Sarah, parce que je vois qu'elle a demandé la parole. Vous pouvez réactiver votre micro sans problème. Voilà, bonjour tout le monde. Bonjour. Donc, d'abord, merci pour ton film militant qui fait vraiment honneur au combat et à l'action. J'avais deux questions, mais plutôt de précision. Je me demandais comment concrètement ça se passait une fois que ça a été lancé, le mouvement, quand ils se réunissaient, comment ils ont su tenir. Est-ce qu'il y avait des leaders? Est-ce que bon, parce qu'ils parlent qu'il y avait des vifs et des sages, mais est-ce que toutes les personnes qui sont montrées dans le film se réunissaient ensemble, un peu cachées ou pas? Voilà, c'est vraiment une question plutôt pratique, parce que souvent c'est ce qui se passe, c'est que ça ne fonctionne pas, c'est qu'il y en a qui prennent trop la parole, qui épuisent d'autres, etc. Donc ça, c'était une question. Ouais. Et alors l'autre question, c'est qu'on ne voit pas beaucoup dans ton film des opposants au projet. Et je voulais savoir des partisans. Pardon? Des partisans du projet, des oui, pro-barrages. Oui, des partis. J'avais compris. Oui, ou même juste contre ces actions. Et est-ce que tu en as rencontré? Est-ce que voilà, comment ils se sentaient maintenant qu'ils savent que finalement les contre-barragistes avaient raison? Enfin voilà. Donc c'était deux questions. Ok, je réponds à la première. Si. Alors, c'est un des regrets dans le film, c'est de ne pas avoir assez insisté sur le mode d'organisation, parce que c'est fondamental pour qu'une lutte tienne. Hein. Mais en fait, tout ce qui apparaît dans les films, ça doit jamais être didactique chez moi, ça doit être pris dans le flou de l'action, etc. Donc, ils le disent. Hein. Par exemple, quand il y a un ingénieur qui dit oui, quand j'entends le mot Couvin, je tire la chasse. L'insulte était évidente. Que faire face à une telle insulte? Eh bien, réunion le vendredi, nous décidons le vendredi. En fait, voilà, ils le disent en fait dans le film que tous les vendredis se réunissaient. Voilà, en fait, c'était ça leur mode d'organisation, c'était tous les vendredis ils se réunissaient. Alors, dans une salle à Couvin, enfin peu importe. Alors, ils avaient créé une association, dont ça, je ne parle pas du tout dans le film parce qu'elle a vite été balayée par un mouvement plus ample. Il y avait une association qui s'appelait l'Association de défense du cadre de vie. L'ADCV, Association de défense du cadre de vie, qui avait des membres, etc. Ils organisaient des repas de soutien, ils ont fait c'est un truc assez classique, quoi. Mais là où ça se décidait vraiment, c'était à ces réunions le vendredi soir. Et il m'expliquait, c'est que alors, tout le monde était bienvenu, mais il fallait, c'était, comment ils appellent ça, une représentation individuelle. Tu ne pouvais représenter que toi-même. Tu ne pouvais pas parler au nom d'une autre association. Hein. Tu étais là et tu participais aux discussions, mais c'était ouvert à tout le monde, quoi. Tout le monde lançait des idées. Et un des gars
expliqué que ouais, il y avait 10 idées qui sortaient, ils en gardaient 3, ils en appliquaient une, quoi. Voilà. Donc, alors au niveau prise de parole, etc. Là, je crois que c'était bien. Je crois que c'était bien dans ces réunions-là. Mais ils en parlent, hein, dans le film. C'était des réunions populaires. On les voit assis là à des tables en cercle. Il y avait, enfin, une des beautés de cette lutte, c'est qu'il n'y avait justement pas de leader, hein, mais enfin, c'est pas qu'il n'y ait pas de leader, pardon, il n'y a pas de chef, il n'y a pas de chef, il n'y a pas d'autorité, il n'y a pas de hiérarchie, si tu veux, enfin ou des hiérarchies acceptées. Par exemple, l'avocat, hein, qu'on voit beaucoup dans le film, lui, c'était clairement, enfin, les autres me disaient, c'était lui, heureusement qu'on avait cet avocat, c'était vraiment le stratège c'était le stratège, le porte-parole, le meneur, mais jamais le chef. Et en fait, je pense que quand tu es dans un mouvement un peu guerrier qui veut gagner, tu respectes les compétences de chacun, tu vois. C'est de la complémentarité, tu vois, plutôt que je sais pas quoi. C'est pas enfin, comment dire, si tu veux, si pour une action c'est bien de pouvoir piloter un bulldozer, ben tu demandes pas, tu vas envoyer piloter le bulldozer un mec qui sait piloter les bulldozers, quoi, tu vois. Et tu vas pas dire ah non, on va voter ou bien on va faire un tour de parole égalitaire, etc. Tu vois, c'est voilà. Moi, ce que m'a appris cette lutte, c'est la complémentarité entre des gens qui ont des compétences et des origines très différentes, quoi. Et, et ils ont mis ensemble ces complémentarités en se respectant mutuellement, hein. Il y avait des gens plus créatifs qui faisaient des émissions de radio, des gens plus intellectuels qui écrivaient des textes, des fermiers qui allaient avec leur tracteur, qui connaissaient par cœur le territoire, qui faisaient du sabotage. Voilà, l'avocat qui parlait bien, qui s'exprime bien, donc c'est lui qui poussait devant quand il y avait la radio, etc. Et voilà, mais en même temps, aucun ne pouvait s'approprier cette lutte, hein. Ils le disent bien, hein. Dès que quelqu'un voulait prendre le pouvoir, clac, c'était coupé directement. Et c'est, comment dire, ce refus de toute appropriation de la lutte a eu pour effet l'absence totale de transmission de cette lutte. Tu vois, dès qu'ils ont gagné, comme c'était une lutte purement négative, c'était une lutte d'opposition, dès qu'ils ont gagné contre le barrage, ils ont dit on arrête tout. La radio libre, on l'arrête. Et toi, ne t'avise pas d'utiliser cette histoire de lutte contre le barrage pour ta petite carrière politique ou pour ton prestige, etc. Tu vois. Ça, ils ont été vraiment extrêmement rigoureux là-dessus. Du coup, aucune transmission. Et j'ai pu vérifier encore cette vigilance anti-récupération. Quand je présentais le film juste après la sortie, souvent des organisateurs me demandaient tiens, est-ce que tu pourrais faire venir un ancien antibarragiste? Eh ben, je devais vraiment faire des prouesses diplomatiques pour ne pas inviter n'importe qui, tu vois, parce que encore maintenant, ils se surveillent en disant fais attention à ce que tu vas dire quand tu présenteras la lutte, quoi. N'essaie pas de tirer la couverture à toi, quoi. Voilà. Donc, il n'y a eu aucune prise de pouvoir, aucune récupération. Voilà. Mais un respect Alors, moi, mon avis personnel par rapport à ça, moi, je suis un peu vitaliste. J'aime bien. Il faut laisser jaillir la vitalité. Donc, et je n'aime pas les gens qui étouffent la vitalité des autres. Tu vois. Ce qu'il faut, c'est établir des liens de confiance entre les gens. Et quand tu as la confiance, le gars balèze, il va te protéger, ou quand le groupe décide d'attaquer, il va attaquer, quoi. Et c'est pas moi le gringalet qui va attaquer, quoi. Tu vois. Mais quand il faut faire un truc, parler dans les médias, si je parle bien, les autres ils vont dire bah, vas-y, toi tu parles bien, et je vais tu vois, je préfère des liens de confiance et une dynamique, enfin, et puis utiliser les compétences des uns des autres. Attention, alors ça c'est mon avis dans les luttes. Hein, dans les luttes. En temps normal, il faut laisser la chance à chacun de faire tous les métiers, toutes les positions, etc. Il faut parfois, c'est bien des temps de parole pour rééquilibrer parce qu'il y a les gens qui parlent trop, ils occupent toute la place dans des réunions. Enfin, il y a plein de choses qui, en temps normal, je trouve ça très bien, très, 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 très éducatif. Mais dans les luttes, faut savoir composer avec des gens de compétences diverses et pas dire ah non, tout le monde écrit le texte, non. Tout le monde discute et puis le mec qui sait bien écrire un texte, il l'écrit et ça va être flamboyant et tu vas gagner, quoi. Voilà. Moi, je suis originaire d'un village près de Tournai. Je finis là-dessus. Quand j'étais tout petit au village, on était champion de foot avec l'équipe du village.
Et je trouve que tous les militants devraient jouer au foot dans les milieux populaires parce que tu apprends à te mouvoir avec des gens de tous les milieux, quoi. Voilà, je trouve ça important. Enfin, en tout cas, moi, ça a été formateur, quoi. Ok, super, merci Benjamin. Juste pour permettre à tout le monde de s'exprimer, Benjamin a bien répondu à votre question avant que je cède la parole à quelqu'un d'autre. Oui, oui, merci. Merci beaucoup. Tout à fait. Alors, je vais relever la remarque de Barbara qui complétait ton intervention. C'est le pragmatisme de l'action. Voilà comment on définirait ça, je pense. Et je cède la parole à Sarah. C'est à toi. Merci. Ouais. Juste par rapport au football, on a fait un numéro l'année passée, le numéro de l'été de notre magazine Agir par la culture. Il traitait justement de l'histoire populaire du football et comment le football, dans plusieurs moments d'histoire, a servi vraiment de lieu de cristallisation, de lutte sociale qu'il y avait dans la société, comment c'est toujours le cas aujourd'hui, Tout à fait. notamment avec tous les mouvements antifa. Voilà, donc je vous invite le magazine est disponible en ligne et c'est vraiment une autre manière de découvrir le football. Donc ça faisait le lien avec ce que vous dites. Moi, je voulais un peu vous demander si de ce que vous aviez observé, puisque je constate aussi que vous suivez l'actualité en général, est-ce qu'une lutte comme celle-là pourrait aujourd'hui redémarrer ailleurs? Donc il y a eu la ZAD à Arlon, mais bon, qui voilà, n'était pas dans. Il y avait quand même une revendication territoriale dans un contexte quand même rural et tout ça. Et puis, mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on est dans une société où on pourrait retrouver une forme de mobilisation sociale comme celle-là? Oui ou non, selon ce que vous avez observé, ce que vous voyez aujourd'hui dans la société? Okay. Bah, en fait, des luttes comme celle-là, il y en a partout, tout le temps. Mais comme elles ne sont pas explicitement politiques ou idéologiques, c'est des luttes négatives, enfin, de défense de territoire. Donc, les gens, ils veulent pas une autre société, ils veulent juste défendre leur territoire. Ça, il y en a partout, tout le temps. Hein, qui gagnent tantôt avec des moyens juridiques, tantôt avec des moyens un peu plus directs, quoi. Voilà, il y en a, je me souviens, j'avais lu un article dans Le Monde là-dessus qui faisait un panorama des luttes comme ça en France. Bah, rien que sur les éoliennes, contre les éoliennes, je crois qu'il y a 30 comités en Wallonie, quoi, 50, je ne sais plus, avec des fortunes diverses, quoi. Rien qu'à Bruxelles, les 2 dernières années, à la place Léon à Scarbeck, ils ont gagné contre un parking souterrain de voitures. Hein. La place du jeu de balle, ils ont gagné aussi contre un parking souterrain. Alors après, c'est plutôt des trucs politiciens comme ça, mais bon, quand même, il y avait des habitants qui s'y opposaient et ils ont gagné quand même. Donc voilà, il y a eu un incinérateur, enfin, rien qu'à Bruxelles, contre l'incinérateur de Drogenbos, il y a eu une victoire, il y a plutôt 15 ans, un truc comme ça. Bempt, vous voyez le parc Bempt? Ben, en fait, ça devait être une entrée d'autoroute. Hein, vous voyez, ils voulaient foutre des autoroutes jusque la Grand Place, hein, Bruxelles. C'était vraiment Skeuten et Peter Skeuten ont bien montré ça dans Bruxelles, là. Euh, et aujourd'hui, c'est un parc à Bempt. Vous voyez l'arrêt de tram sur la ligne 97, Bempt, au fin fond de forêt, là, entre Stal et Place Saint-Denis, quoi. Il y a un grand parc sur la droite avec un petit train à vapeur pour les enfants. Etc. Bon, ben, ça devait être une entrée d'autoroute, mais les habitants du quartier ont gagné et c'est devenu un parc. Donc, en fait, il y en a plein. Alors, sur le problème, c'est qu'elles sont pas, elles pensent même pas à s'unir à créer un mouvement politique. Vous voyez, c'est apolitique, c'est infrapolitique comme ça. Mais voilà, bah, aujourd'hui, contre les antennes la 5G, là, il y a quand même eu, j'ai lu un article dans Le Monde qui avait eu 70 destructions de pylônes en Europe, quoi. Hein. Donc, des mobilisations comme ça à l'échelle européenne, il y en a plein. Comme il y a eu, alors moi, il y a une lutte que j'ai bien connue, que j'ai bien suivie, c'est la lutte contre les OGM au début des années 2000. Hein. Il y a eu une recrudescence mondiale, à l'échelle mondiale, du sabotage. C'est-à-dire des fauchages de champs aux 4 coins de la planète. En Belgique, c'est un des rares pays où on a gagné contre les OGM en plein champ. Je tiens à le rappeler, j'avais co-signé un article dans la revue L'écologiste là-dessus. Et, ils sont revenus 15 ans après avec les pommes de terre transgéniques de près de Gand qui sont fait démolir par d'autres, des plus jeunes que je connaissais même pas tout. Et voilà, donc la guerre n'est pas gagnée contre les OGM ni contre le reste, mais il y a plein de petites victoires. Et moi je commence par célébrer les victoires. Je suis comme voilà, faut voir le positif et comment on a réussi pour gagner et qu'est-ce qui est voilà. Attends, la question c'était s'il y a d'autres luttes. Bah oui. Mais la ZAD d'Arlon, je suis allé
ils m'ont invité à présenter la bataille. En fait, les acteurs du temps présent, vous connaissez sûrement, ils ont ouvert un local dans le centre d'Arlon pour qu'il y ait une interface entre les zadistes et les habitants d'Arlon. Enfin, il y a déjà des liens, hein. Il y a déjà eu des liens. Les habitants d'Arlon les ont soutenus depuis le début. Heureusement, sinon ils se seraient déjà expulsés depuis longtemps, hein, je veux dire. Et le problème souvent des ZAD, c'est le fait d'être enclavé, d'être plutôt des jeunes activistes parachutés comme ça au milieu de nulle part. Alors, si en plus tu as une idéologie figée, alors là, tu n'as aucun lien avec les habitants du coin, là, tu es mort. Alors, je ne dis pas qu'ils sont comme ça à la Zablière, mais quand c'est ce cas de figure-là, tu n'as vraiment aucune chance de. Voilà, il faut vraiment se. Faut, ouais, je ne sais pas si vous avez vu un film qui s'appelle Et qu'est-ce que vous voulez si je crie je l'ai vu aux Galeries Rambert il y a 6 mois, là, un film sur un gars, un jeune, enfin, un Parisien qui s'installe dans l'Est de la France. Hein, et c'est un film fabriqué uniquement avec du détournement d'images, avec des images d'autres films. Et il y a sa voix en off, quoi. Et le gars, il dit, en gros, il raconte que tous les gens autour de lui, c'est des réacs, c'est des beaufs réacs, quoi. Hein, et c'est un film mais incroyablement raciste, en fait. Tu vois, le Parisien qui débarque à la campagne et qui considère que d'avance qu'autour de lui, c'est que des gens inintéressants, mais totalement inintéressants. Et lui, il vient avec sa collection de disques, ses bouquins, et il fait son petit film dans sa chambre, quoi. Tu vois, et en fait, tu te demandes qui est le plus conservateur des deux, quoi. Tu te demandes, tu vois, je veux dire, les gens sur place, ils ont une culture, tu t'es intéressé à, je sais pas, quel pinard il distille, je sais pas, les gens distillent de l'alcool, ça peut, enfin, je sais pas, n'importe quoi, tu vois, les gens, ils ont des cultures, quoi, tu vois. Enfin, c'était assez fou. Et donc, ça peut être le problème des ZAD, des activistes de la ville qui débarquent à la campagne, et qui sont complètement autistes par rapport aux autres, bah alors là, zéro légitimité, là, ils peuvent se faire expulser dans la seconde, quoi, hein. S'ils n'ont pas, une défense juridique, ils sont morts, quoi. Donc, moi, je leur fais la leçon, je leur dis, il faut faire des liens avec les gens de la région, quoi. Et d'ailleurs, je leur ai donné un petit livre que dans la région de Chimay-Couvin, il y a des gens qui ont fait de l'ethnobotanique. C'est-à-dire, ils ont été voir tous les vieux et les vieilles de la région. Ils ont demandé quels usages ils faisaient des plantes. Et alors, ici, c'est une région assez enclavée, hein, c'est pas très, qui a échappé au développement, quoi. C'est incroyable l'usage des plantes qu'ils font, des usages culinaires, médicinaux, ludiques, etc. C'est démentiel. Ils en ont fait un livre et les pratiques culturelles qui vont avec. C'est pour ça que c'est de l'ethnobotanique. Ils ont sorti un petit livre là-dessus. Donc, c'est des portraits d'habitants du coin. On se rend compte que les paysans du coin, ils sont chasseurs et ils sont cueilleurs, en fait. Hein. Ils sont non seulement chasseurs comme j'étais, mais ils sont cueilleurs. Tous ils cueillent. Hein. Ils font de la cueillette tout le temps, quoi. Et voilà, comme ils pêchent le poisson à la main, que j'ai montré dans le film, là et tout. Voilà. Moi, je trouve ça assez incroyable que les gens qui se soucient d'écologie ne partent pas de là. Tu vois, c'est-à-dire, en Belgique, pendant plusieurs centaines d'années, des gens vivaient à fond avec la nature, mais comme plus que les fanas d'herboristerie, quoi. Tu vois, je veux dire, les mecs, tous les jours, ils cueillent, avec les saisons, ils cueillent des pissenlits. Le truc gastronomique, c'est les pissenlits qui poussent sous les taupinières, qui sont forcés, comme les chicons. Il n'y a pas de lumière, donc ils sont doux, ils sont pas amers. Et ça prend un temps démentiel pour les trouver. Il faut les laver, ça prend des heures. Enfin, c'est un truc qui prend des heures, mais ils le font parce que c'est dans la culture, c'est de faire des salades avec ce genre de pissenlit. Enfin, voilà. Je prends un exemple vraiment facile, mais c'est vraiment, enfin, toutes les sociétés qui habitent la nature la connaissent et en font un usage différent selon les sociétés. Mais, et donc, ce livre, je l'ai donné à des gens qui faisaient des ZAD et tout, et je leur ai dit, faites ça avec les habitants de la région. Allez vous intéresser aux pratiques autonomistes, quoi, autonomes, quoi. Tu vois, genre et vous allez trouver la couche la plus intéressante de la région, peut-être. Tu vois. Et vous n'allez pas passer pour des gens qui savent tout, qui viennent faire la leçon à ces ploucs de la campagne, quoi. Tu vois, genre voilà. Il y a même, enfin, ok. Mais il y a même, en fait, dans vous voyez, je finis juste sur un truc pas mal, c'est que dans le film, on voit un moment dans une grotte, hein, dans une grotte, un gars en barque qui marche dans un boyau, là, qui est Un géologue, oui, tout à fait. voilà, c'est un hydrogéologue. Ce mec est bardé de diplômes. Il est diplômé à Louvain, quand c'était encore Louvain, les universités encore à Louvain, et à Lyon. Il est hydrogéologue, il a fait des thèses sur le sujet, et passionné de barrages, et il dit que tous les barrages sont mauvais, etc.
Oui. C'est censuré. Ah, ça a sauté chez lui, apparemment. Vous avez une coupure aussi? Ouais. Bon, bah, j'en profite pour reparler, puisque je voulais reparler. Non, mais je voulais dire du coup que c'est un peu l'inverse dans certains quartiers populaires. À l'inverse, tu Lui, as des gens des quartiers populaires. Ah, désolé, c'était coupé, on t'entendait plus. ah ouais, mais moi, je n'ai pas entendu non plus. Mais non, mais ce que je voulais dire Mais du coup, c'était juste, qu'à l'inverse, pardon. parfois dans certains quartiers populaires maintenant, ça se passe surtout à Bruxelles. En tout cas, moi, je l'ai connu beaucoup à Bruxelles. Des quartiers qui sont gentrifiés. Donc, il y a effectivement le phénomène des citadins qui vont à la campagne sauver des parcelles de bois avec une forme un peu de déconnexion finalement du terreau local. Mais on a aussi ce phénomène citadin à l'inverse, Oui, bien où sûr. tu as dans les quartiers populaires, bah, je ne sais pas quel était le contexte socio-économique pour le parc du BEMP, mais ici à Bruxelles, tu as parfois des luttes qui échouent parce que simplement, elles sont menées par quelques personnes qui ont un capital culturel et socio-économique bien plus élevé que le quartier dans lequel ils sont. Et les habitants eux-mêmes, enfin, qui ne font pas l'effort, idem, pas faire peut-être de l'ethnobotanique, mais de venir comprendre comment vivent les gens qui étaient là depuis avant et qui, eux, subissent parfois des nuisances depuis bien plus longtemps qu'eux dans ce quartier, mais n'ont pas toujours eu les moyens ou l'accès en fait aux moyens juridiques, parce que tu vois, tu dis il y a tout le temps des actions qui se portent. C'est vrai qu'il y a tout le temps des actions avec des recours de comité de quartier, mais à nouveau, c'est pas tout le monde qui peut faire ce type de recours. Et si, tu vois, s'il n'y a pas un avocat comme à Couvain, dans un groupe qui a accès, s'il n'y a pas quelqu'un qui est peut-être proche des autorités communales, bah voilà, il y a aussi des luttes qui sont avortées dans l'œuf parce qu'on n'a pas Attends. les ressources Ouais. en interne du groupe pour les faire émerger. Ou alors, il n'y a que quelques personnes qui ne sont pas du tout représentatives du quartier, quoi. Là-dessus, je peux rebondir là-dessus? Oui, tu peux rebondir, mais juste tiens à rappeler qu'on avait fixé l'heure jusqu'à 21h. Moi, ça ne me dérange pas de dépasser. Mais Nancy avait encore une question. Donc, si tu peux être un peu plus bref sans vouloir te Alors, je forcer vais être très la bref. Je vais être très main. bref. En fait, Merci. dans les années, une différence entre les années 70 et aujourd'hui, la grosse différence, pour aller dans le sens dans ce que tu dis, c'est en fait, avant, les luttes étaient populaires. C'est-à-dire, les gens avaient de l'estime pour les milieux populaires. Tu vois, même carrément, il y a des fantasmes révolutionnaires pour les milieux populaires. Aujourd'hui, plus du tout. Tu vois, d'où le racisme envers les gilets jaunes. Enfin, l'ostracisme culturel envers les gilets jaunes, ou les ploucs de la province, ou les gens des quartiers qui roulent en voiture, enfin, et qui sont violents. Enfin, ces gens, c'est des pas civilisés, quoi. Tu vois, je veux dire, etc. Et qui mangent pas bio, je sais pas quoi. Oui, oui, là, il y a un gros problème là ouais, enfin, voilà. Je ferme la parenthèse là-dessus. Tout à fait. Sarah, tu as terminé? Je peux passer la parole à Nancy? Oui, vas-y, Nancy. Oui, moi je voulais juste revenir sur l'exemple de quelques ZAD et notamment, même si ce n'est pas réellement une ZAD, mais c'en est devenu une, des Indiens Sioux qui, depuis plusieurs années, se battent dans le Dakota contre le pipeline érigé notamment par la société de Donald Trump qui passe sur la tombe de leurs ancêtres au nom, en tous les cas leur combat, il s'est effectivement transporté là-dessus au nom de l'eau, de l'accès à l'eau. Il y a aussi ces remarquables jeunes qui, depuis plusieurs années, vivent dans les arbres de la forêt de Hambach, en Allemagne, pas très loin, qui se situe entre Cologne et Aix-la-Chapelle. Il y a de merveilleux arbres centenaires et qui est menacé de destruction par l'extension de l'extraction de la lignite par la société allemande. Ils y sont toujours aujourd'hui et eux, ils sont bien l'exemple vivant de cette capacité à s'être intégrés dans la population locale et avoir pris en considération et la manière de vivre et d'ailleurs de vivre quasiment comme eux, puisqu'on parlait des fermiers tout à l'heure, les fermiers les soutiennent aussi dans la lutte qui est la leur. Et par contre, il y a aussi une ZAD contre les déchets nucléaires à Bure, dans le nord de la France. Aux dernières nouvelles, je ne sais pas si elle est toujours là, mais voilà. Mais par contre, je voulais revenir aussi sur la question de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, parce que parfois les ZAD, elles produisent aussi de curieuses choses à l'interne, en tous les cas.
Et je me souviens d'avoir lu un long reportage réalisé par Mediapart sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes qui expliquait, sans forcément pointer du doigt ou sans aucune intention de démolir l'esprit des zadistes, mais que la communauté s'était éclatée sur le territoire en différentes communautés. Il y avait ceux qui ne voulaient pas vivre avec un quelconque téléphone à portée de main et qui s'étaient approprié une partie du territoire, une autre qui ne voulait pas parce qu'elles avaient des enfants qui fument sur le territoire où ils se trouvaient, etc., etc. Et donc, au final, la ZAD, quand elle dure plus longtemps, elle est aussi, la ZAD ou les personnes qui la portent, tout simplement les personnes qui y vivent et qui doivent à un moment donné s'organiser en société, parce que je pense que c'est ça qui se produit à un moment donné. Alors, on est parfaitement capable de reproduire aussi les mêmes phénomènes d'exclusion dans la société que l'on combat par ailleurs. Voilà, c'est juste une réflexion qui ne nécessite pas d'avoir une réponse, mais et alors oui, moi je pense aussi que les temps ne sont plus les mêmes, on n'est plus dans les années 70, les interventions et des mandataires politiques et de la police et de la justice sont beaucoup plus rapides aujourd'hui, et c'est effectivement beaucoup plus compliqué et difficile pour des populations de se mobiliser, parce qu'effectivement la peur du gendarme, la peur de la justice, elle est bel et bien là, et ils y vont en règle générale, ils n'y vont pas par quatre chemins. Voilà. Ouais. Je peux encore Merci répondre. beaucoup, Nancy. Est-ce que quelqu'un voudrait… Oui, vas-y, tu peux. Je te laisse finir. Enfin, après, on finira après toi. Alors, Sur les ZAD, il y a en Aveyron, il y a un endroit où il y a une lutte contre les éoliennes, contre un super générateur pour 1000 éoliennes près de Saint-Victor en Aveyron. Et au début, ils voulaient faire une ZAD. Mais les habitants du coin, ils ont dit ouais, bof, ZAD, c'est un peu connoté. En plus, qu'on nous montre des zadistes dans les médias, c'est horrible. Et donc, mais les activistes, on va dire, qui étaient allés sur place, ont été à l'écoute des habitants du coin. Et du coup, ils nommaient ça ZAD, ils ont nommé ça l'Amassada, qui est de l'occitan de cette région-là, quoi, et qui veut dire, je sais plus quoi, l'Assemblée ou un truc comme ça, quoi. Mais tu vois, ils ont même dans le nom du lieu, ils ont respecté un truc, enfin, les pratiques culturelles locales, quoi, notamment la langue pas totalement écrasée par le français, qui est quand même une langue, un instrument politique, comme chacun sait. Hein, toute langue est un outil politique, un instrument d'unification nationale. Hein, moi, je viens d'une région où on parlait picard. Hein. Mes grands-parents parlaient picard et flamand, ni le Boskap Nederland, ni le français, quoi. Ça, ouais. C'est bon je vais pas, c'est pas pour ça que je vais parler picard, faire des ateliers picard ou flamand, mais je ne l'oublie pas, quoi. Comme Walter Benjamin, il dit bien, quoi. Les biens culturels, ce sont le trophée des vainqueurs, quoi. Tu vois, je dirais ça, moi, je n'oublie pas, quoi. Faut jamais l'oublier. Ouais. Et ouais, après Ok. c'est plus dur aujourd'hui, il y a quand même des victoires, il y a quand même moyen de faire des choses, il ne faut pas se décourager. C'est sûr que là où il y aurait une vraie différence, parce que bon, des états d'urgence contre, je sais plus, on me racontait les maoïstes en France qui se faisaient arrêter la veille, il y avait des mesures d'exception bien balèzes aussi à d'autres époques, quoi. Mais aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est les moyens technologiques. Alors là, ça c'est inouï. C'est-à-dire, ils doivent même plus envoyer un mec qui infiltre une réunion, une projection où les gens pourraient avoir des propos un peu extrêmes. Il n'y a qu'à regarder sur Facebook la visioconférence, quoi. Tu vois, je veux dire, non, je blague, mais voilà. Le téléphone portable, C'est c'est le vrai. mouchard absolu idéal, hein, dont ils vont se servir. Ils vont nous habituer à s'en servir pour une bonne raison, contre le virus. Mais ouais, ouais, les drones, ils vont banaliser les drones, etc. Donc, les moyens d'espionnage sont inouïs, mais on va trouver les tactiques. Il n'y a pas de problème, je ne m'inquiète pas. Les jeunes avec l'informatique, déjà, le sabotage n'a jamais cessé d'exister. Ça s'appelle les hackers aujourd'hui, quoi. Hein, c'est pas nous qui allons le faire parce qu'on est vieux, on préfère écrire à la main sous les arbres. Mais voilà, je m'inquiète pas. Voilà, les gens apprennent très vite. On apprend très vite comment déjouer les choses. Hein, je veux dire, les gens sont malins, les gens sont très malins. Moi, je pars toujours de ça. Les gens sont très malins, et mais je sollicite cette intelligence naturelle des milieux populaires, quoi.
Et, et la vie est beaucoup plus belle. Là, soudain, il y a plein de gens fabuleux. Ça va beaucoup mieux. Donc, voilà, je terminerai Merci sur beaucoup. Benjamin, tu as terminé? Ah ouais, mais sauf s'il y a encore des questions, je suis disponible. Hein. Est-ce qu'il y a encore des questions? Peut-être, Sarah, je t'ai peut-être visité. Non. Moi, je voulais peut-être finir par, mais c'est très court. C'est la dernière phrase du film qui m'a interpellé un peu. Je ne sais pas si vous l'avez toutes vue. Il a réécrit le titre, La bataille de l'eau noire, ou comment j'ai appris à ne plus m'en faire et à aimer la dynamite. Je voulais savoir de qui était cette phrase en fait. Alors, ça, c'est une blague pour les intellos mon espèce. Quoi. Ça, c'est le sous-titre maintes fois parodié, pastiché de mon film préféré de Stanley Kubrick. Hein, c'est le sous-titre d'un titre de Stanley Kubrick, d'un titre d'un film de Stanley Kubrick. Je laisse quelques secondes si Ok, ça va. veulent gagner un paquet de chewing-gum. C'est Docteur Folamour. Doctor Stranger, or I learned to stop worrying and love the bomb. Et La Suleiman, ou je sais plus quoi, avait parodié ça avec comment j'ai appris à aimer Ariel Sharon et la bombe, je sais plus quoi. Voilà. Et moi, je le prends, mais dans un sens positif, c'est-à-dire que vu les gens dans la région qui ont failli utiliser la dynamite pour une très bonne cause, je me dis, finalement, c'est cool, quoi. C'est cool, tu vois, parce que, si vous voulez, quand on veut un outil efficace, on le présente comme quelque chose d'horrible, quoi. Hein, c'est qu'avec les armes, c'est grandiose, quoi. Avec les armes à feu, c'est magnifique, quoi. Je veux dire, tu vois, tu dis, c'est une belle réussite, quoi. Tu vois, depuis 40 ans, les gens n'ont plus jamais touché une arme à feu. Et on leur a dit, c'est mal, les armes à feu. L'imaginaire d'armes à feu, c'est Michael Moore. Hein, les États-Unis, Michael Moore. Alors moi, juste, tant qu'à prendre un exemple pourri, je leur dis, et la Suisse, c'est plus près de chez nous, la Suisse. Tout le monde a une arme de guerre à la maison en Suisse. Hein. Obligatoire, une mitrailleuse. Hein. Demandez une mitraillette, pardon. Genre M16, quoi. C'est obligatoire. Tu dois faire le service, tu dois retourner tous les ans. Donc, tous les citoyens ont une arme de guerre à la maison. C'est génial, quoi. Enfin, c'est pas génial, mais après, les Suisses, c'est pas la même culture que nous. Hein. Ils sont autodisciplinés, ça, c'est une réalité. Hein, ils ont introjecté la norme. C'est un pays presque vraiment démocratique, techniquement, qui prouve que la démocratie ne garantit rien, hein, parce que, vous voyez, avec les votations, les cantons ont vraiment de l'autonomie. C'est même pas un État, la Suisse. C'est une fédération, une confédération helvétique. Donc, une confédération. Bref. Mais merci beaucoup pour ton intervention. Je voulais pourquoi je parle de ça, mais tu as encore quelque chose à dire? Tu es bouche bée, tu es à l'arrêt bouche bée. J'ai pas entendu la question, ça a été coupé, la connexion a été coupée. Pardon, excusez-moi, si vous voulez, je vais peut-être couper ma caméra comme ça sera plus stable. Voilà, normalement ça devrait être plus stable. Ce que je voulais dire, c'est que pour terminer, je voulais peut-être vous donner la prochaine date à laquelle on pourrait se retrouver dans le cadre du ciné-débat. Donc la prochaine date du ciné-débat, ce sera le jeudi 30, donc on fait ça tous les jeudis soirs. Cette fois-ci, on travaillera la thématique du travail. Comme vous le savez, on va bientôt arriver au 1er mai. Et donc, à cette occasion-là, on voulait travailler à Ciné-Débat là-dessus. Et donc, on travaillera avec des propositions, notamment de Zine TV. Le 7 mai, pour que je n'oublie rien, on aura un débat. Excusez-moi, je dois juste aller regarder dans mes mails pour le titre exact de ce débat. Je donne le titre. Ou tu peux donner le titre. Ouais. Donc, c'est un débat qui va s'appeler Confinement et violence de classe, où on va avec Khaled Boutafala, qui est directeur d'une AMO à Scarbeck, et Fatima Ouassak, qui est une politologue française et cofondatrice du Front des maires contre les violences policières dans les quartiers populaires en France. On va réfléchir finalement à qu'est-ce que cette situation de confinement fait encore plus apparaître comme différence de traitement, inégalité de classe et violence envers les classes populaires. Voilà. Et donc ça, ce sera le jeudi 7 mai à 19h, ici même, dans mon jardin. Toujours saut. Ok. Toujours voilà. saut. Alors, on aura aussi quelque chose la semaine d'après, mais on attend. Oui. Alors, pour le 14 mai, donc pour ceux qui nous suivent, et vous êtes nombreux à nous suivre, en décembre dernier, on avait organisé une rencontre avec Farida Arras, la sœur d'Ali Arras, ce belgo-marocain qui a été incarcéré pendant 12 ans
au Maroc et pour lequel l'État belge n'a jamais fait valoir ses droits de citoyen belge. Ali a été libéré le 1er avril dernier, mais dès sa sortie de prison, il a été confiné. Donc, il n'a toujours pas pu rejoindre sa famille en Belgique. Et donc, on essaie d'avoir l'accord de Farida Arras pour une petite rencontre conviviale et surtout pour célébrer, entre guillemets, ensemble enfin la libération de son frère Ali et les perspectives d'avenir qu'on espère positives et heureuses qui s'offrent à lui. Voilà. Merci beaucoup, Barbara. Tout d'abord aussi un grand merci à vous tous d'être passés. Un grand merci à toi, Benjamin, pour ton Merci intervention. Benjamin, merci à tous. Merci à tous. Et une bonne soirée à tout le monde. Et si vous n'avez pas encore mangé comme moi, bon appétit. Merci, salut, bonne soirée tout le monde. Bonne soirée, merci. Ciao. À la semaine prochaine. Comment on coupe? Arrêtez la vidéo. En bas à droite, tu as quitté la réunion. Voilà, je le vois. Ça va, Je le vois. c'est bon? Ok. Attention, je quitte la réunion. À Ciao, bientôt. Hein. bonne soirée. Écris-moi. Hein, Oui, sans faute, sans faute. pas de Salut. problème. Salut. Hein. Au revoir.